Bonsoir, mes chers collègues et monsieur. Nous avons le plaisir. Alors d'abord, je dois dire, je remplace Catherine Deroche, la présidente de cette mission, qui est absente aujourd'hui, qui m'a demandé de présider la séance. Je suis membre de la mission simplement. Nous avons donc plaisir à vous recevoir, monsieur Sébastien Brochot, ce soir, président de l'association Une Vie. C'est une association qui met en œuvre notamment le programme PEDOHELP, dont vous allez nous parler tout à l'heure, et qui vise à prévenir les violences sexuelles sur les mineurs. Comme vous le savez, donc, cette mission d'information s'intéresse aux abus sexuels sur mineurs commis par des adultes dans le cadre de leur métier ou de leur fonction, donc c'est-à-dire à l'exclusion, à l'exception des violences intrafamiliales, dont on sait qu'elles constituent la majorité des cas malheureusement. Les actions de prévention et d'information que mène votre association peuvent contribuer à éviter justement le passage à l'acte des personnes qui éprouvent une attirance identifiée pour les enfants. Vous nous expliquerez quelles méthodes sont déployées, sont mises en œuvre, et quels résultats surtout vous avez obtenus dans ce cadre. Nous sommes également intéressés par les propositions que vous pourriez nous faire pour mieux protéger les enfants et les adolescents dans notre pays, peut-être d'un point de vue législatif, par exemple en s'inspirant des bonnes pratiques suivies à l'étranger. Je suis entouré de nos rapporteurs, nos trois rapporteurs, Marie Mercier, Dominique Vérien et Michel Meunier, dans l'ordre de droite à gauche, enfin de gauche à droite pour vous, qui vous ont adressé un questionnaire relativement détaillé afin de préparer cette audition et nous donner en quelque sorte un fil conducteur à cette audition. Je vais donc vous céder la parole pour une présentation et une intervention pour faire suite à ce questionnaire. On avait imaginé une intervention, donc vous nous avez dit tout à l'heure, peut-être environ d'une demi-heure, avec on a une contrainte horaire à respecter, ce qui va vous permettre de toute façon de commencer à répondre quasiment à l'intégralité des questions qui ont été couchées sur ce questionnaire. Et nous aurons ensuite un temps d'échange avec les sénateurs présents. Je vais donc vous céder la parole pour cette intervention. Je vous remercie. Donc effectivement, le questionnaire était très complet, donc vous m'arrêterez si besoin. Vous me demandiez de présenter l'association, les missions, les actions menées, les adhérents et le projet international PEDOHELP. Alors l'association Une Vie, elle a été fondée en 2017, soit 2 ans après le démarrage du projet PEDOHELP, afin de porter ce projet et d'autres projets d'action citoyenne. L'association, elle a pour objet la promotion du respect entre les êtres et l'épanouissement de l'individu et du collectif. Donc c'est très très large. Mais c'est une toute petite association qui ne compte que 2 membres actifs, président et la trésorière, et aucun adhérent pour des raisons simplement pratiques. Je n'aurai pas le temps de m'en occuper. L'association ne touche aucune subvention pour le moment, elle est très jeune, et elle vit des interventions de prévention lorsqu'elles sont rémunérées, ainsi que des dons reçus. Elle ne verse aucun salaire, investit tous les dons à la création et la distribution de supports de prévention. Alors sur le terrain, l'association elle est active à 99% dans le domaine de la prévention des violences sexuelles, avec des actions d'éducation populaire, à la fois sur Internet et en présentiel, c'est-à-dire des formations. Voilà pour l'association, donc c'était rapide, mais pas besoin d'en dire plus, je pense. PEDOHELP, c'est un projet international de prévention des violences sexuelles ciblant les enfants. Son objectif est d'agir avant qu'il y ait une victime. Donc l'idée, elle est partie d'un constat très simple. On ne fait pas ou très peu de prévention des violences sexuelles auprès des potentiels agresseurs, ou en tout cas pas avant qu'ils n'aient enfreint la loi. Alors, n'étant pas professionnel de la santé, je me suis longuement documenté et j'ai rencontré surtout une vingtaine de spécialistes et j'ai réuni autour de moi un comité d'éthique pour m'accompagner dans l'élaboration d'un programme de prévention. Donc, ce comité d'éthique, il est composé de 5 personnes, 2 psychiatres, 3 psychologues. Il y a le docteur Walter Albardier qui est responsable du CRIAVS Île-de-France. Donc, je vais vous faire les acronymes. Centre ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Également le docteur Mathieu Lacambre, président de la Fédération française des CRIAVS, la psychologue et sexologue Cécile Miel, qui est au CRIAVS Auvergne et qui est membre de l'AIUS, l'association interdisciplinaire post-universitaire de sexologie,
Également la psychanalyste jungienne Eve Pilizer, je voulais avoir une approche un peu différente, un peu extérieure. Et enfin la psychologue Odile Verschodt, qui était à l'époque présidente de l'ARTAS, l'Association pour la recherche et le traitement des auteurs d'agressions sexuelles, qui est actuellement présidente du comité international permanent du CIFAS. Le CIFAS, c'est le congrès international sur l'agression sexuelle. Le prochain aura lieu en juin à Montpellier. Alors ces professionnels m'ont accompagné dans la création d'un kit de prévention multicible. Alors pourquoi multicible? Pour tenter une sensibilisation en parallèle de toutes les personnes concernées par les violences sexuelles ciblant les enfants, aussi bien les potentiels agresseurs que les professionnels santé, justice, éducation sociale et bien entendu les familles. Donc très pragmatiquement, la première audience de ce projet, ce sont évidemment les personnes qui sont attirées sexuellement par les enfants, et ça c'est la mission du site internet PedoHelp qui met en avant 3 messages. Vous n'avez pas choisi vos fantasmes, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et si vous avez besoin d'aide, il y a des professionnels pour vous aider. Donc, il faut bien comprendre que les personnes qui sont attirées par les enfants ne l'ont pas choisi. Donc, il s'agit de différencier la pensée de l'acte. Vous n'avez pas choisi vos fantasmes, certes. En revanche, vous êtes responsable de ce que vous en faites. L'idée, c'est de déculpabiliser pour mieux limiter, mais également pour inviter à une introspection, éventuellement à du soin. Parce que si on commence en culpabilisant, en stigmatisant des personnes pour des désirs qu'elles n'ont pas choisis, on ne va faire que les fragiliser un peu plus en les enfermant dans le secret et dans le mal-être. Alors, je précise bien entendu que sur le site, je le dis sur le site, regarder des images pédopornographiques, ce n'est pas du domaine de la pensée, hein, c'est du domaine de l'agir, c'est un acte et un acte illégal. C'est très très précis, très clair sur le site. Donc vous n'avez pas choisi vos fantasmes, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et si vous avez besoin d'aide, il y a des professionnels pour vous aider. Donc sous-entendu, ne restez pas seul avec ces fantasmes, parlez-en. Et le site renvoie à une page qui liste pour chaque pays du monde les institutions et les associations qui peuvent apporter une aide à ces personnes. Alors là où il n'y a pas de structure, dans beaucoup de pays il n'y en a pas, avec ce site qui est disponible dans 30 langues, l'internaute a déjà accès à une importante base de données, une base de données informative qui peut répondre à ces questionnements sur le désir de l'enfant, sur la capacité ou l'incapacité de consentement de l'enfant, sur les besoins éducatifs et affectifs de l'enfant, et bien entendu sur ce qui est légal et illégal. Évidemment, celui ou celle qui n'a aucune capacité d'empathie ne sera pas réceptif à ces messages. Mais les thérapeutes sont d'accord là-dessus, et les études d'ailleurs le confirment. La majorité des personnes ayant des fantasmes pédophiles et qui sont passées à l'acte se sentent en partie dépassées par leurs actes et n'y adhèrent pas moralement. Donc la cible de ce site, c'est la personne qui ressent de l'attirance pour les enfants et qui se pose des questions, ou qui ne se pose pas encore des questions, mais qui ressent un malaise et qui va rechercher des informations sur la pédophilie. Et pour cette cible, le site PedoHelp apporte des informations sans aucune ambiguïté. La finalité pour l'internaute français, c'est ce qui vous intéresse, c'est évidemment de renvoyer celui ou celle qui en ressent le besoin vers un professionnel de santé qui aura été formé pour l'accueillir et l'accompagner dans un travail thérapeutique. Donc évidemment en face, il faut des professionnels formés. Et c'est l'objet du guide de prise en charge qui a été écrit par le docteur Lacambre, la psychologue Cécile Miel et le docteur Jean-Philippe Cano, que vous avez rencontré le mois dernier aux côtés d'Ingrid Bercht. Le kit comprend également un guide qui est destiné aux professionnels de l'enfance et du social pour les aider à repérer les potentielles victimes et les potentiels auteurs de violences sexuelles. Et aujourd'hui, c'est l'outil le plus distribué avec ce fascicule. Il y a aussi un guide destiné aux parents et puis un livre de sensibilisation élaboré par des pédopsies qui est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Il y a enfin une chaîne YouTube qui est très regardée et qui diffuse plus de 100 vidéos de sensibilisation. Alors, quand je dis qu'elle est très regardée, c'est que je parle de plus de 220 000 visionnages de vidéos en 2 ans et demi.
Alors, l'audience privilégiée de cette chaîne YouTube, ce sont les parents et les professionnels de l'enfance, avec l'objectif de les sensibiliser aux comportements qui peuvent fragiliser les enfants face à un potentiel agresseur. Et je pense surtout au climat incestuel qui peuvent régner au sein des familles. Et on le sait, ce sont de véritables fabriques à victimes et à auteurs de violences sexuelles. Pour finir sur la présentation du projet, je voudrais simplement ajouter d'abord que tous ces supports sont évidemment distribués gratuitement, et ensuite que le site Pédohelp a reçu depuis sa mise en ligne, et il y a donc un petit peu plus de 2 ans, plus de 65 000 visites, et que le site internet de l'association qui propose au téléchargement ces supports de prévention a été visité près de 160 000 fois. Et je précise enfin que j'ai été invité il y a 2 ans à présenter ce projet devant le comité de Lanzarote, au Conseil de l'Europe, et que le projet Pédohelp a été cité par le comité comme l'un des 2 projets prometteurs dans la protection des enfants face aux violences sexuelles, l'autre projet prometteur étant le programme allemand Dunkelfeld. Vous me demandiez ensuite de détailler les actions de prévention que l'association mène auprès de différents publics. Donc le projet Pédohelp, il agit à la fois sur Internet et en présentiel. Donc, je vous le disais, sur Internet, il a le site Pédohelp, dont le premier objectif est de limiter le passage à l'acte des personnes attirées par les enfants. Le deuxième objectif, c'est de court-circuiter la recherche d'images pédopornographiques. En s'appuyant sur des mots-clés qui sont tapés sur les moteurs de recherche, l'idée étant de délivrer des messages de prévention sur le chemin de la recherche et si possible de la stopper à cet endroit-là. Donc très concrètement, quelqu'un va taper prétine porn, donc un porno avec des préados, il tape ça sur Google, il va avoir dans les résultats Pédohelp et lorsqu'il clique dessus, il arrive sur le site Pédohelp. Donc les statistiques montrent que ça fonctionne parfaitement pour des centaines de mots-clés qui ne laissent aucun doute sur l'objectif des personnes qui les ont tapés sur leur clavier. Je ne vais pas vous faire les mots-clés, vous imaginez bien. Ensuite, en présentiel, je suis régulièrement sollicité pour présenter ce projet et ses outils. Et donc j'interviens majoritairement devant des professionnels de santé, donc des thérapeutes, des professionnels de la justice, donc principalement des CPIP, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, devant des éducateurs de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, des avocats, des magistrats, des assistants de justice, également devant des forces de l'ordre, les gendarmes se déplacent souvent, devant des élus, les élus locaux viennent, des éducateurs de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, des psychologues scolaires, et je propose aussi des formations avec l'objectif de sensibiliser le public à la prévention des violences sexuelles commises sur les enfants. Donc j'ai par exemple été sollicité par un diocèse de l'Église catholique et nous avons organisé conjointement avec le CRIAFS Île-de-France des journées de sensibilisation qui sont destinées à la fois aux prêtres et à toutes les personnes en charge d'un public mineur au sein de l'Église. Donc les responsables de catéchèse, directeurs, directrices d'écoles catholiques, responsables des mouvements de jeunesse. Nous avons jusqu'à maintenant effectué 3 journées et je crois que dans ce diocèse, près de 100% des prêtres ont été sensibilisés. Alors, autre exemple, à la demande de la communauté juive, j'ai également proposé des formations pour les formateurs d'animateurs BAFA, donc ceux qui vont former les animateurs en charge des enfants, également pour les responsables de mouvements de jeunesse, de la communauté juive, et des responsables d'établissements scolaires. J'ai également été sollicité par un SPIP, donc Service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour former leur équipe aux outils de prévention qui faciliteraient l'accompagnement des personnes attirées par les enfants. Et puis en ce moment même, à la demande d'une municipalité d'Île-de-France, j'aurai formé d'ici le mois de juin prochain les 400 agents de la ville qui sont chargés de toutes les activités périscolaires et parascolaires, cantines, centres aérés. Donc lors de chacune de mes interventions, je sensibilise le public au repérage d'enfants potentiellement victimes, aux comportements problématiques, qu'il s'agisse de comportements d'adultes, mais également d'enfants, entre enfants ou adolescents avec enfants, adolescents et adolescents, et bien entendu, je les forme au signalement. Et je passe aussi beaucoup de temps, ça m'est demandé, sur les bonnes pratiques à adopter pour interagir avec les enfants. On me demande de faire un mode d'emploi. Voilà. Ce qui peut paraître du bon sens ne l'est pas forcément pour ce public-là. Voilà, je m'en suis vraiment rendu compte sur le terrain.
Vous me posiez ensuite une question, comment accompagnez-vous les personnes qui ont une attirance sexuelle pour les mineurs? Alors, l'association se limite à la prévention et ne propose pas d'accompagnement. Comme je ne suis pas thérapeute, je ne me sens pas légitime ni compétent pour accompagner des personnes en situation de détresse. Donc le site PedoHelp, comme je vous l'ai dit, renvoie vers des professionnels compétents pour prendre en charge ou répondre aux questions des pédophiles ou des victimes. Et vous me demandiez ensuite, peut-on durablement faire évoluer les attirances sexuelles de ces personnes, et si oui, par quel type de prise en charge? Là encore, n'étant pas thérapeute, je ne suis pas légitime pour répondre à cette question, mais je peux simplement vous dire que je travaille avec des professionnels qui m'affirment avoir suivi des patients qui étaient pédophiles en arrivant à la première séance et qui, après un travail thérapeutique, ne l'étaient plus. Alors je précise qu'il ne s'agit pas de thérapie de conversion à la orange mécanique, telle qu'elle se pratique dans certains pays, et notamment à l'encontre de personnes homosexuelles. Donc je parle bien de thérapie classique, bienveillante, c'est-à-dire thérapie analytique ou cognitivo-comportementale. Ces professionnels m'affirment qu'il est possible de changer les fantasmes pédophiles pour les personnes qui le souhaitent, évidemment, afin éventuellement d'avoir une attirance pour des personnes de leur âge, ou en tout cas majeures. Il m'affirme qu'il est possible de travailler sur ces fantasmes pour qu'ils ne soient plus un handicap ou une souffrance au quotidien, et pour qu'ils ne freinent plus ces personnes dans leur vie. Vous me demandiez si je conduis des actions en lien avec d'autres associations ou institutions, et notamment les CRIAVS. Alors, je précise avant toute chose que le succès du projet PedoHelp m'a conduit à travailler sur d'autres projets avec les CRIAVS, et cela a conduit à une embauche, et depuis quelques mois, j'ai rejoint l'équipe du CRIAVS Île-de-France au sein des hôpitaux de Saint-Maurice en tant que préventeur-formateur, avec l'objectif de mener des actions de prévention. Nous avons mis en place un partenariat avec l'association Une Vie, le CRIAVS Île-de-France, afin d'allier nos moyens, et donc très concrètement, ça permet à l'hôpital de profiter du matériel de tournage et de la visibilité de l'association sur Internet. Donc oui, nous avons développé en commun 2 programmes de prévention. Le premier programme s'appelle consentement.info. C'est un site Internet qui est destiné à sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes, donc 15-25 ans, à la notion de consentement à une relation sexuelle. Et donc ce programme propose des vidéos qui sont à première vue humoristiques, mais qui délivrent des messages de prévention essentiels. Lors du lancement, c'était à l'automne dernier, nous avons créé une chanson, un clip parodique pour faire le buzz, comme on dit, pour gagner en visibilité. Ce clip a été vu près de 4 millions de fois sur les réseaux sociaux. La chanson a été reprise très largement dans la presse, ainsi que par les manifestants et manifestantes lors des manifestations contre le sexisme. Alors, le second projet est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit de la création du site violencesexuelles.info, qui est un média d'information sur les violences sexuelles. Donc là, il est déjà en ligne, mais il s'étoffera dans les prochains mois. L'objectif de ce média, c'est de délivrer aux professionnels et au public des messages fiables sur les violences sexuelles. Donc il propose aux internautes à la fois des vidéos de prévention, qui peuvent être reprises d'ailleurs en formation par les professionnels, également des définitions, alors notamment une vulgarisation de certains articles du Code pénal. Le Code pénal n'est parfois pas très digeste, pas très compréhensible pour le public. Et un troisième espace, qui est un espace qui référence une sélection d'outils de prévention qui peuvent être utilisés par les professionnels dans leur pratique de terrain. Et nous allons aussi très bientôt y proposer nos propres outils de prévention. Donc je suis par exemple en ce moment même en train de travailler avec ma collègue sexologue sur un livret détaillant les comportements sexuels des enfants et des adolescents, parce que nous avons remarqué lors d'interventions auprès des professionnels qu'il leur est parfois compliqué de savoir à partir de quand le comportement sexuel d'un enfant ou d'un adolescent nécessite de faire appel à une aide professionnelle. Donc ce guide leur fournira une grille de lecture. Voilà. Et puis on enchaînera ensuite avec un guide, je pense, sur l'éducation sexuelle à destination des enfants, puis des jeux de prévention multi-cibles. Donc ensuite, l'association, elle intervient aussi avec ses partenaires. Donc il y a des partenariats signés avec
la Fédération des CRIAVS, l'ARTAS, je ne vais pas vous refaire le détail des acronymes, l'AIUS, Société française de sexologie clinique également, le syndicat national des sexologues, et puis un projet espagnol de prévention des passages à l'acte également. Alors, ensuite, vous me demandiez, vous proposez aux personnes qui ont une attirance sexuelle pour les mineurs de signer une charte de non-passage à l'acte. Pourriez-vous préciser le contenu et l'objectif de cette démarche? Quel est le nombre de signataires de cette charge? Et connaissez-vous le profil des signataires? Alors, cette charte de non-passage à l'acte est un outil parmi d'autres qui peut aider les personnes qui en ressentent le besoin à concrétiser leur engagement de ne jamais ou plus jamais passer à l'acte. Donc, il s'agit bien évidemment d'un engagement symbolique, mais pour certaines personnes, ça peut être aidant de signer un contrat, puisque dans notre culture, l'engagement passe souvent par la signature d'un contrat. Donc c'est un texte très simple, qui résume les bons comportements à adopter avec un enfant et que le signataire s'engage à adopter. Donc elle peut être utilisée par des psys avec leurs patients, ou bien en prévention de la récidive par des CPIP, conseillers pénitentiaires, avec les personnes dont elles assurent le suivi. Ils peuvent s'inspirer de ce texte et en créer une version personnalisée en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux et de ses propres limites. Et la charte, elle peut être signée en ligne anonymement. Donc il suffit de mettre un prénom, un pays, de la signer. Très sincèrement, en la mettant en ligne, je m'attendais à avoir 4 ou 5 signatures en 2 ans. Et il se trouve qu'on est déjà à 239 signataires. Alors, à première vue, ça peut paraître peu, 239 personnes, mais 239 personnes, c'est potentiellement 239 enfants qui ne seront pas victimes. Voilà. Et c'est extrêmement encourageant. Donc, même si on a vu 4 ou 5, ça aurait déjà été énorme. Donc pour moi, voilà, c'est gagné, quoi. Donc, comme elle est anonyme, cette charte n'est pas le profil des signataires. Par contre, il y a un lien dans le menu du site qui pose une question. Pensez-vous que ce site est utile? Les internautes peuvent répondre oui ou non, et on leur demande, accepteriez-vous de nous donner d'autres informations sur vous? Ça me permet, moi, d'avoir le profil de personnes qui visitent le site. Donc là, je vous donne 2 exemples. Premier exemple d'un visiteur du site, un homme. Son adresse IP m'indique qu'il est dans le nord de la France. Lui indique qu'il a entre 19 et 24 ans. Il dit « Je suis attiré par les enfants. J'ai été victime avant l'âge de 12 ans et je suis venu sur ce site pour savoir s'il était possible d'avoir des rapports sexuels avec un enfant. » Il dit « J'ai été aidé par ce site pour comprendre les limites. » Deuxième exemple, c'est une jeune fille. Son adresse IP m'indique qu'elle est dans le nord de l'Angleterre. Elle dit « J'ai entre 14 et 18 ans. Je suis attiré par les enfants. Je n'ai jamais été victime et je suis venue pour avoir des informations sur la pédophilie. » Et elle déclare avoir été aidée par le site pour comprendre ce qu'est la pédophilie. Voilà. Donc ce sont à peu près les profils des visiteurs de ce site. Vous me demandiez ensuite, êtes-vous sollicité par des personnes attirées sexuellement par des mineurs et étant en contact avec eux dans le cadre de leur métier ou de leur fonction? Et quels conseils donnez-vous à ces personnes? Donc l'idée, comme vous l'avez compris, c'est de renvoyer plutôt vers des professionnels de santé et de ne pas avoir à répondre moi-même à des messages. Et donc le formulaire contact du site est normalement destiné aux professionnels et à la presse. Il arrive cependant que des personnes attirées par les enfants ou des victimes me contactent depuis le site. Et il arrive aussi que des personnes me contactent, m'envoient des messages sur Facebook, via la page du projet ou de l'association, ou laissent des commentaires sur YouTube. Donc il s'agisse de messages de pédophiles ou de victimes, je ne réponds jamais seul. C'est ma règle. Je fais toujours appel à des psychiatres ou des psychologues. Je peux vous donner 3 exemples de messages. Vous me coupez si c'est trop long. Je vais essayer de faire court. Via le formulaire du site, un homme habitant Riyad en Arabie Saoudite m'écrit, en anglais, qu'il se sent extrêmement perturbé. Alors je paraphrase. « J'ai toujours pensé que c'était mal d'avoir des rapports sexuels avec des enfants et que c'était forcément des viols puisque les enfants ne peuvent pas ressentir de plaisir sexuel. Mais je viens de lire un article parlant d'enfants se masturbant et ressentant du plaisir sexuel. » Et il écrit « Je vous en supplie, dites-moi que ce sont des mensonges, parce que si les enfants peuvent prendre du plaisir, alors je n'ai plus aucune raison de me retenir. » Donc il dit qu'il n'en dort plus la nuit,
qu'il a constamment la nausée et qu'il a besoin d'une réponse rapide parce qu'il a très envie de masturber des enfants. Et dans son message, il utilise des expressions qui renvoient à des représentations très manichéennes et très culpabilisantes sur la sexualité. Il parle des enfants comme de belles créatures mignonnes, pures et innocentes. Ils disent, mais si ces enfants se masturbent, alors ce sont, je m'excuse, de sales branleurs, des salopes en construction. J'ai immédiatement fait appel à 2 psychologues qui ont écrit très rapidement une réponse pour expliquer à ce monsieur ce qu'est la masturbation infantile, l'incapacité de consentement de l'enfant et lui rappeler l'illégalité d'un acte sexuel avec un enfant. Et il a répondu assez vite que cette réponse l'avait aidé à comprendre qu'il se sentait apaisé. Deuxième exemple, plus rapide, la semaine dernière, un jeune homme de 22 ans qui habite dans le sud de la France me demande « Est-ce que si j'aime sortir avec des filles mineures, je suis forcément pédophile ?» Bon, l'expression « fille mineure » était un peu vague, je cherchais à en savoir plus, et il me dit qu'il aime les filles de 9 à 12 ans. Donc voilà, avec le docteur Albardier, nous avons préparé un message pour lui rappeler que toutes les relations sexuelles ou amoureuses avec des mineurs de moins de 16 ans sont toujours interdites quand on a plus de 18 ans, et également que les gestes de tendresse peuvent également être très gênants, surtout pour des petites filles de 9 à 12 ans. Et on l'invite à contacter le CRIAFS de sa région afin qu'il soit mis en contact avec des professionnels qui pourront l'accompagner. Alors, il arrive également que je reçoive des messages de victimes. Sur YouTube, il y a 2 mois, un commentaire a été laissé par une adolescente qui explique qu'une de ses copines, c'est souvent un copain ou une copine, une de ses copines a un petit ami violent et très insistant qui, un soir, la pénètre alors qu'elle avait dit non. Et la jeune fille demande « est-ce que c'est un viol ?» Donc bien évidemment, nous avons invité la jeune fille à appeler une psychologue du CRIAFS afin de mieux comprendre la situation et pour, si cela s'avère utile, lui apporter toute l'aide nécessaire. La dernière question que vous me posiez, est-ce que la France gagnerait à s'inspirer de bonnes pratiques en vigueur à l'étranger? La réponse est oui. Alors je pense bien évidemment au programme allemand Dunkelfeld, ce qui veut dire zone d'ombre. Donc le docteur Cano vous a brièvement résumé leurs résultats. Entre 2005 et 2018, ils ont reçu 9000 appels, évalué 2900 personnes et proposé un soin à 1550 personnes. Je rappelle qu'ils ont également diffusé des publicités destinées spécifiquement aux personnes attirées par les enfants. Ces publicités ont été diffusées à la télévision allemande avant le 20h et pendant la mi-temps des matchs de foot. Voilà, avec une belle visibilité. Les publicités anglophones de ce projet renvoient vers un site, don'toffen.org, qui propose un formulaire d'auto-évaluation qui redirige, si nécessaire, l'internaute vers une offre de soins. Voilà, ça me semble très pertinent. Et je pense aussi au projet hollandais Stop It Now, qui a mis en place un numéro d'appel pour les personnes ressentant de l'attirance pour les enfants. Je suis convaincu qu'il serait très utile que la France propose un service similaire. Et je rappelle que la création d'un tel numéro fait partie des recommandations du rapport de la commission d'audition de juin 2018, c'est la proposition 14 des 35 propositions pour lutter efficacement contre les violences sexuelles. L'idéal, ce serait évidemment un numéro gratuit, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec en appui un site internet proposant, comme le projet allemand, un formulaire d'auto-évaluation. Alors il s'agit bien entendu de donner les moyens humains et financiers pour que la ligne soit opérationnelle, mais aussi pour que derrière, les CMP, les centres médico-psychologiques, puissent accueillir et accompagner ce public. Donc il faut aussi qu'ils veuillent accompagner ce public, et pour cela, les CRIAFS peuvent les y aider, c'est la mission des CRIAFS. Pour finir, je voudrais ajouter 2 petites choses. Je pense qu'il serait pertinent de s'accorder sur une terminologie et des statistiques pour que les institutions et les associations, et les médias d'ailleurs, emploient des termes qui aident à la prévention. Je repère très régulièrement des termes que je trouve particulièrement contre-productifs en matière de prévention. Par exemple, quand on parle de quelqu'un qui a été poursuivi par la justice pour pédophilie. Je vois aussi beaucoup d'articles condamnés à 2 ans de prison pour pédophilie. C'est faux. C'est pas aidant pour les personnes qui ressentent de l'attirance pour les enfants parce que ça les convainc de ne pas en parler et de ne pas demander d'aide.
Ça permettrait aussi de faire cette distinction, de différencier les personnes pédophiles des auteurs de violences sexuelles contre les enfants qui, eux, ne sont pas forcément pédophiles. De la même façon, des termes comme prédateur, monstre, pervers, qui reviennent quand même très souvent, un prédateur sexuel ou l'enfant, on l'entend beaucoup. Ces termes-là, je les trouve particulièrement contre-productifs en termes de prévention des violences sexuelles sur les enfants. Ça n'aide ni les personnes qui pourraient passer à l'acte, ni tout un chacun pour repérer les enfants victimes. Parce que si on se représente l'auteur de violences sexuelles comme un prédateur, on ne peut pas imaginer qu'il s'agit de quelqu'un de notre entourage ou pire de notre famille. Donc ça freine la capacité de repérage des uns et des autres. Alors sur les statistiques, je pense qu'il serait pertinent de rappeler régulièrement que les violences sexuelles se passent le plus souvent à l'intérieur du domicile, que les petits garçons peuvent être victimes comme les petites filles, et également que les femmes peuvent également être auteurs. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées, qui étaient très complètes. Et en respectant un timing 18h30. Absolument parfait. Je suis dans les temps. On vous en remercie et c'est vrai que c'est un témoignage d'une implication, de votre implication sur cette question qui est absolument remarquable. En tout cas, vous êtes dans la réalité des cas et parfois, ce qu'on peut regretter, c'est d'attendre d'avoir en audition des associations pour entendre ce type de message. Est-ce que parmi... Oui. Allez. Merci de votre communication. C'est vrai qu'il ne nous reste plus beaucoup de questions. Alors j'en ai peut-être une qui est un peu à côté, parce que vous avez dit plusieurs fois que vous n'êtes pas professionnel de la santé, ni prof. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous êtes et quelle est peut-être la motivation de la création de l'association, enfin quelle origine, voilà, donc... Une question très si très ça large. vous ennuie, vous ne répondez pas. Non. Alors, il y a plein de choses. Je vais essayer de faire très court. Je suis plutôt un créatif et un communicant. J'ai décidé, il y a quelques années, de m'investir dans des projets citoyens. Je l'ai fait d'abord dans la lutte contre l'antisémitisme. Donc, depuis 2010, j'agis en proposant des outils aux enfants et aux adultes, d'ailleurs, sur ce terrain-là. Et je fais partie d'une génération qui a grandi avec beaucoup d'affaires. Quand j'étais collégien, il y a eu l'affaire du trou. Pendant toute mon enfance, je me souviens avoir vu sur les péages les enfants disparus, on les faisait vieillir. Il y a eu comme ça plein d'histoires qui m'ont marqué. Et simplement, en 2015, c'était un moment où j'ai eu besoin de m'investir également dans la protection de l'enfance. Au départ, c'était simplement, je me suis dit, j'ai envie de comprendre ce qui n'a pas été fait. J'ai voulu réaliser, je suis auteur et réalisateur à côté, réaliser un documentaire de réflexion sur la pédophilie. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, à lire, à rencontrer des personnes. Je me suis dit, il faut faire plus qu'un simple documentaire. Il faut aller au-delà. Et de fil en aiguille, j'ai fait le projet en français. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, s'il est en français, autant le faire dans plein d'autres langues. Voilà, pour faire assez rapidement voilà, un engagement personnel dans la protection de l'enfance. Merci. Je vous félicite pour la générosité qui émane de votre personne. On sent que vous êtes un être bienveillant. Peut-être que vous allez penser donc que je ne le suis pas. Allez-y. Pour avoir suivi des enfants traumatisés, donc qui n'ont plus d'enfance, quand ils ont été abusés, donc qui prennent perpétuité, je pense au contraire que c'est un prédateur qui leur a fait du mal. Vous dites qu'il faut les déculpabiliser. Déculpabiliser peut-être les pensées, mais ils sont coupables. On ne touche pas à un mineur de moins de 15 ans. Nous avons eu dans nos auditions la méthode, je dirais, d'un prédateur qui va d'abord avoir une forme de motivation pour perpétrer cet acte, ensuite qui va être désinhibé, soit par l'alcool, soit par des drogues, ensuite qui va, d'une façon très intellectuelle, neutraliser l'entourage de l'enfant, neutraliser la famille, et ensuite, quatrièmement, qui va s'attirer la confiance de l'enfant.
tout ce processus est mis en place par cette personne de façon à faire du mal à l'enfant, même si je prends toutes les précautions que vous avez indiquées. Donc pour moi, pour avoir travaillé beaucoup ce sujet, il reste que ça ne se fait pas. Donc vous êtes, vous, dans cette démarche, puisque vous mettez en place tout un tas de documents pour que cette prévention, justement, arrive au solde, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de pédocriminels. Donc si on ne veut plus de pédocriminels, c'est bien qu'ils sont coupables. Alors, d'abord, tout début de votre intervention, oui, un enfant peut être détruit, en partie détruit. Je pense qu'il est très important aussi de rappeler qu'en fonction de ses capacités de résilience, on peut arriver aussi à dépasser et à avancer dans la vie. Hein, voilà. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, je pense que c'est très important de le dire, voilà, pour laisser une chance, une ouverture pour ces victimes. Il s'agit de déculpabiliser les personnes pour qu'il y ait un accès à l'introspection. C'est-à-dire que s'il n'y a que de l'autoflagellation, il n'y a pas d'ouverture à une possibilité d'introspection et donc à du soin. Donc pour les personnes qui sont attirées par les enfants, je ne parle pas de gens qui sont passés à l'acte, pour les gens qui sont attirés par les enfants, donc ils ont des idées, ils ont des fantasmes, ils n'ont pas choisi ça. Personne ne se réveille, enfin, je pense que personne ne se réveille un matin en se disant « Tiens, je m'ennuie un peu dans ma vie si je me mettais à être attiré par les enfants ». Ces personnes-là, l'idée, c'est de leur tendre une main plutôt que de les montrer du doigt. Et ensuite, donc pour moi, c'est important de déculpabiliser, sinon on ne peut pas limiter. Ça ne peut pas être audible, ce message de limitation. Il faut commencer par tendre une main pour dire on est là, ne faites pas de conneries, ne dépassez pas les limites. Mais si on commence en montrant du doigt, la personne ne va pas oser en parler. Elle va se dire, si j'en parle à un psy, le psy va décrocher son téléphone et appeler la police. Donc il s'agit de faire les choses en deux temps. Et ensuite... Oui. Pardon, Monsieur le Président, mais à ce moment-là, plutôt que déculpabilisation, c'est une forme de compréhension et d'empathie. Oui. Oui, mais... Et pas une bénédiction. Ah, mais ça n'a rien d'une bénédiction. Alors ça, je suis quand même très clair quand je dis les choses. Hein. On ne choisit pas ses fantasmes, mais on choisit ce que l'on en fait. On ne choisit pas les idées que l'on a dans la tête. En revanche, on est responsable des gestes que l'on commet. Si on suit ces idées-là, c'est très problématique. Mais si on commence tout de suite, encore une fois, en accusant, la personne... pour moi, c'est l'effet cocotte-minute, quoi. Il y a de la vapeur, ça tourne dans la tête, ça tourne, ça tourne. La personne n'ose pas en parler, elle a peur de ce qu'elle a en elle. Elle se dit, mais je suis un monstre, je lis partout que je suis un monstre. Et le risque, c'est que ça explose. Et quand ça explose, là, c'est l'agression sexuelle d'un enfant. Et ça, c'est terrible. Ensuite, alors moi, je fais très attention à ce terme de prédateur, et notamment quand j'interviens auprès des professionnels de l'enfance. Parce que, dans la majorité des cas, et surtout, là, dans les centres aérés, souvent, ça se fait dans un lien privilégié. C'est-à-dire, c'est souvent des adultes ou des adolescents qui sont quand même paumés, qui sont dans une affection qui n'est pas à sa place et qui ne voient plus l'enfant comme un enfant. Mais, et je le disais à une responsable de secteur il y a quelque temps, parce qu'elle me disait, mais une association m'a dit, ils ont une stratégie d'attaque, et vous me dites que c'est un lien privilégié, c'est des gens qui sont habituellement même plutôt gentils avec les enfants, que les enfants aiment beaucoup, qui leur apportent de l'affection, et je ne sais plus qui croire. Et je lui ai demandé de répondre sur un cas réel, c'est-à-dire que là où elle travaille, il y a eu pendant 2 années un animateur qui a agressé des petits garçons de 5 à 7 ans, et je lui ai dit très bien, représentez-vous ce jeune homme, ayez en tête le prédateur sexuel qui a une stratégie d'attaque. Est-ce que vous auriez pu, en ayant ces informations-là, le repérer? Alors, c'était un garçon qui était en plus un peu diminué intellectuellement. Et ensuite, pensez à un jeune homme qui est plutôt gentil, qui
aime beaucoup les enfants et qui a un lien justement très privilégié avec ces enfants-là. Et à un moment, ça peut alors déraper. Bon, et effectivement, si elle imagine le prédateur, elle ne voit pas. Donc c'est simplement, stratégiquement, si on a cette idée d'un prédateur, ça permet juste de déshumaniser le potentiel agresseur, ce qui est très humain, hein, mais excusez-moi, ça renvoie un peu au bûcher, quoi. C'est-à-dire, c'est lui le coupable, je ne suis pas du tout coupable et je n'ai pas à me remettre en cause, parce que cette personne-là, c'est un monstre, donc c'est pas un humain, c'est un prédateur, c'est pas un humain, c'est un animal. Et donc, comme ça permet de ne pas se remettre en question. Et moi, je pense qu'il est très important de comprendre que dans le cadre des violences sexuelles sur les enfants, on est tous responsables, on a tous une part à jouer dans cette prévention. On a tous quelque chose à faire. On est tous engagés dans la prévention des violences sexuelles. Et donc, ce qui me fait peur dans ce discours, c'est que voilà, on se dédouane. Non, non, mais c'était un monstre, c'était un prédateur, donc c'est pas un humain. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. Juste pour conclure là-dessus, effectivement, on peut se dire ça, et en même temps, on sait aussi très bien qu'un enfant qui est victime risque de l'être plus, parce que malgré tout, et même si elle n'est pas forcément consciente, il y a une stratégie de celui qui abusera de lui parce qu'il sera plus facile à abuser. Donc malgré tout, il y a quelque chose qui se joue entre l'abuseur et sa victime qui ne relève peut-être pas d'une stratégie mise en œuvre, etc., mais qui pour autant, à laquelle on doit, je pense, aussi faire attention. Parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément abuseur et tout le monde n'est pas forcément abusé. Et je crois que c'est pour ça que peut-être parler de prédateur, ça peut faire peur à celui qui s'en est arrêté au fantasme. Après, une fois qu'il est passé à l'acte, et qu'en plus les victimes se renouvellent, on peut considérer que pour certains, effectivement, ils ont quand même un comportement qui peut... Parce que le chat, c'est très gentil, mais face à la souris, globalement, ça peut être un vrai prédateur. Encore une fois, ce terme me dérange profondément et je pense qu'il est contre-productif, j'insiste là-dessus. Je pense qu'il est également contre-productif pour la réinsertion des personnes qui sont passées à l'acte. La déshumaniser, c'est la mettre de côté, aussi. Agresseur, ça va mieux. Oui, à auteur de violences sexuelles, cette personne a agressé, mais elle reste humaine. C'est le fait de déshumaniser, c'est-à-dire que quelque part on le sort du groupe humain. C'est aidant pour personne, je pense. Voilà. J'avais juste une question sur le nombre en 2 ans, le nombre de personnes qui auraient laissé des messages et que vous auriez réorienté vers une prise en charge par des professionnels de... Alors encore une fois, normalement, je mets tout en œuvre pour qu'il n'ait pas à me contacter et que ça se fasse directement via le site. Donc, mais via le site, vous ne pouvez pas mesurer combien... C'est de cet ordre-là. C'est les personnes qui ont vraiment insisté pour dépasser les filtres que j'ai mis en place pour m'envoyer un message. Non, mais sans passer par votre message, mais combien ont été réorientés par le site vers, vers des professionnels de santé? Je n'ai pas les chiffres des professionnels qui auraient réceptionné des personnes, des appels de personnes, des demandes de personnes. Je n'ai pas. Je me permets. J'entends ce que vous me dites à partir du moment où on est avant le passage à l'acte. Parce que si la prévention fait très bien son travail, l'agresseur aura lui-même, quand il était enfant, eu cette prévention. Un adulte ne doit pas te toucher, etc. Donc, votre façon de penser est intéressante à partir de maintenant, mais j'imagine que comme moi, vous avez visionné des vidéos d'enfants violés sur commande. Donc, quand je suis allée à la brigade de protection des enfants, donc quand on a vu ce genre de choses, je veux bien qu'on considère qu'il y ait une prévention possible, mais quand quelqu'un n'est pas encore passé à l'acte. Quand quelqu'un est passé à l'acte, je pense qu'il est très important qu'il y ait une vraie prévention de la récidive.
Donc je suis pour la prévention à tout moment, avant et après le passage à l'acte. Bon, je crois qu'effectivement, il y a deux types de profils. Et on ne le retrouve pas seulement dans les agressions, dans les agresseurs d'enfants, mais dans les viols aussi d'une manière générale. Il y a parfois, on le sait, certains prédateurs qui, du coup, là, mettent en place de vraies stratégies de calcul pour cerner leur proie, entre guillemets. Si je comprends bien votre... Et c'est forcément compliqué à comprendre quand on n'est pas dans cette logique-là, mais si je comprends bien la démarche de votre association et de cette charte, c'est de pouvoir mettre des mots sur des pulsions, sur des intentions qui sont plus ou moins nettes dans l'esprit de ces personnes-là, et si possible, de les sortir de ce cercle vicieux qui les amènerait peut-être à déraper, sans pour autant qu'ils définissent une stratégie de conquête d'un adulte. Donc, ça, on n'a pas du tout d'idée, par contre, de personnes qui, en ayant signé cette charte ou en ayant se signalant sur votre site internet, qui auraient pris conscience de ça et qui se seraient sortis, définitivement, c'est difficile à dire, mais qui seraient vraiment sortis de cette impasse-là dans laquelle ils se sentaient enfermés. Alors, beaucoup de professionnels, en tout cas, m'ont affirmé que ça aiderait beaucoup de gens. C'est pas possible de chiffrer, encore une fois, la prévention des violences sexuelles, comme je le dis souvent, la prévention, c'est semer aujourd'hui pour que la génération suivante récolte. Hein, voilà. Donc oui, mais on voit que plus on en parle, mieux c'est. On a eu des chiffres quand même il y a très peu de temps. On est passé de 1 personne sur 11 qui va déposer plainte à 1 personne sur 8. Il faut s'en réjouir et expliquer au public pourquoi il faut se réjouir d'une courbe qui monte. C'est vrai que la façon dont c'est relaté après pour le grand public, on le voit bien déjà ici, la difficulté de bien comprendre, de bien cerner l'enjeu. Pour le grand public, c'est un terrain très, très glissant. Oui. Quoi. Bon. Comme dit en introduction, on va s'en tenir là. On vous remercie beaucoup à la fois pour cette audition et puis pour votre implication sur cette thématique de la protection des mineurs. Remercier mes collègues qui étaient à cette audition, et comme on va sans doute se retrouver dans quelques minutes sur un autre lieu. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci.